Bonjour, aujourd'hui on va vous présenter le projet Isoplan, qui est un projet industriel mené en collaboration avec plusieurs écoles d'ingénieurs. On va voir comment nous avons conçu un avion cargo innovant, pensé spécifiquement pour le transport aérien de conteneurs de 20 pieds, et comment nous avons structuré notre démarche jusqu'aux choix architecturaux. Alors d'abord, qu'est-ce que l'Isoplan? L'Isoplan, c'est un avion cargo conçu pour transporter des conteneurs de 20 pieds, ce qui aujourd'hui n'est possible qu'avec des avions beaucoup plus lourds et plus gros comme le C-130 Hercule. Notre objectif, c'est donc de proposer une solution plus légère, plus adaptée et plus économique, capable de manipuler un conteneur sans mécanisme extérieur. Le transport aérien de conteneurs de 20 pieds est un véritable défi. Il faut à la fois garantir la compatibilité dimensionnelle, mais aussi la sécurité de la cargaison. L'Isoplane se positionne précisément entre des appareils déjà existants comme le C-27J Spartan ou bien le Q400, qui lui n'est pas capable d'embarquer un conteneur de 20 pieds. Nos objectifs principaux sont de modéliser l'avion en 3D pour la communication et la conception, mais aussi de concevoir une structure qui permet de faire un bilan de masse précis qu'on pourra faire dans le futur. Parmi les points techniques majeurs, nous avons dû réfléchir à différents points comme le choix du moteur ou l'aménagement du cockpit, mais aussi à des points de dimensionnement comme la largeur entre les trains d'atterrissage, le diamètre du fuselage ou bien la longueur du plancher. On a aussi dû penser à des points de conception comme le système de levage ou les portes de soute. Le projet a connu plusieurs itérations. De 2012 à 2014, l'avion était pensé avec une aile haute et des portes de soute à l'avant et à l'arrière. Ensuite, entre 2015 et 2018, le concept a évolué avec une fixation par sangle et des portes arrière relevables. Ces évolutions montrent notre capacité à adapter la conception aux contraintes rencontrées. Le projet est mené en collaboration avec l'ENSTA Paris et l'ESTACA Bordeaux, réunissant ainsi 16 étudiants en plus de notre groupe. Cette synergie permet d'aborder tous les aspects du projet, de la conception technique à la modélisation en passant par l'analyse économique. Ce projet est placé sous licence open source, ce qui signifie que nos travaux sont ouverts et peuvent être enrichis par d'autres contributeurs. Cela favorise l'innovation collaborative et la diffusion des connaissances. Donc voici notre équipe, elle est composée de 4 membres: Alexis Faugeron, Maxime Faugeron, Victor Leblanc et Jules Monard. Chacun apporte ses compétences et son expérience pour pouvoir faire avancer le projet de façon structurée. Nous avons réalisé une matrice SWOT pour identifier rapidement où se situent nos principaux atouts et nos points de vigilance. Notre force principale est notre cohésion d'équipe, la diversité des compétences, mais aussi l'encadrement expérimenté. Nos faiblesses concernent surtout la structuration initiale du projet et le temps limité à y consacrer. Côté opportunité, nous bénéficions du réseau industriel de notre encadrant, mais aussi de la complémentarité avec d'autres écoles. Enfin, les principales menaces restent le manque d'accès à certaines données techniques, mais aussi la pression académique qui pèse sur l'avancement du projet. Donc voici le plan de la présentation. Nous allons d'abord commencer par voir la gestion du projet, suivi d'une étude économique. Ensuite, nous verrons les choix architecturaux que nous avons décidé de mettre en avant, puis la manière dont nous allons transporter le conteneur. Ensuite, nous passerons à la modélisation avec les plans 2D, puis la modélisation 3D. Nous verrons enfin un scénario de chargement de conteneurs de 20 pieds, puis enfin la conclusion de la clôture du TRL2. Donc la gestion de projet repose sur une organisation claire avec une répartition de tâches par sous-système. Nous avons utilisé une structure WBS, donc avec une étude préliminaire qui comprend une analyse fonctionnelle, puis ensuite on passe à une conception technique avec tous les points de dimensionnement qu'on verra par la suite. Il y a aussi une partie simulation et validation qui n'a pas été réalisée dans ce groupe, mais qui pourrait être fait par la suite. L'analyse fonctionnelle nous a permis d'identifier les fonctions principales et les fonctions contraintes. Pour ce qui est de la fonction principale, l'isoplane doit être capable de pouvoir transporter un conteneur.
ce qui prend en compte d'assurer la stabilisation, de minimiser les vibrations et de prendre en compte les protections contre les conditions extérieures. Pour ce qui est des fonctions de contrainte, l'isoplane doit pouvoir assurer le levage et le dépôt d'un conteneur de manière autonome, en plus de devoir garantir la portance, la stabilité du centre de gravité, mais aussi de respecter des normes de sécurité. Le suivi de projet a été assuré par un diagramme de Gantt qui nous permet de planifier les différentes étapes, de répartir les charges de travail et de respecter les échéances. Nous avons mis en place un système de calendrier avec des réunions hebdomadaires ou bimensuelles pour la fin du semestre afin d'assurer un suivi continu, de résoudre rapidement les problèmes, mais surtout de garder l'équipe motivée. Maintenant, on va passer à une étude économique qui compare les différents modes de transport, le maritime, le routier, le ferroviaire et l'aérien, et qui est une étude qui a été réalisée en partie par l'ENSTA Paris. Le transport aérien, faut savoir que le transport aérien représente environ 1% du volume mondial du fret, mais 35% de sa valeur, ce qui montre son importance stratégique. Nous avons analysé le coût des différents modes de transport pour un conteneur de 20 pieds, qui part de 1 000 $ jusqu'à 6 000 $ pour le transport ferroviaire et routier. Le transport aérien, lui, bien que plus coûteux, répond à un besoin spécifique de rapidité et de valeur ajoutée. Nous avons estimé la fréquence d'utilisation de notre appareil qui serait de 18 vols par semaine, soit environ 900 par an, ce qui ferait un total de 7 200 tonnes transportées annuellement. Le marché des avions cargo représente environ 2,9% du marché total des avions commerciaux, mais une part est amenée à évoluer avec la croissance du fret aérien. Le transport aérien de fret est plus coûteux, comme on l'a vu précédemment, d'où l'importance d'optimiser les charges, les itinéraires et les processus afin de garantir la rentabilité. Nous visons une production de 12 avions par an sur 10 ans pour un prix unitaire estimé à 130 millions d'euros. Si on compare par rapport au C-27J Spartan, on voit qu'on est dans les mêmes ordres de grandeur, puisque lui, il est situé à 140 millions par an. On aurait donc un chiffre d'affaires annuel de 1,5 milliard d'euros. Cette stratégie de production s'appuie sur une analyse comparative avec les principaux concurrents du marché. Donc passons maintenant aux choix architecturaux. Le point de départ de notre réflexion a été le cahier des charges, qui impose que l'avion soit capable de charger et déposer un conteneur ISO de 20 pieds de façon totalement autonome sans assistance extérieure. Donc pour cela, le cockpit est conçu pour deux pilotes avec facilité par un escalier. Deux sièges supplémentaires dits jump seats sont prévus pour le personnel, ainsi que des toilettes accessibles sans passer par la soute, et une porte pressurisée, garantissant sécurité et confort pour l'équipage. Sous le cockpit, un APU est installé pour fournir l'énergie nécessaire au sol. Le nez de l'appareil accueille le radar, tandis que la dérive arrière assure la stabilité directionnelle. Le train avant est motorisé, permettant des manœuvres précises au sol, notamment pour le positionnement lors du chargement. Les ailes hautes, dotées d'un caisson central, sont équipées de deux moteurs Pratt et Whitney. Les trains principaux sont directement inspirés de ceux du Q400, offrant robustesse et fiabilité. La soute pressurisée permet le chargement d'un conteneur de 20 pieds avec un système de levage mécanique automatisé et intègre même une fonction de largage d'eau pour des missions de lutte contre les incendies. Parlons maintenant de la solution d'ouverture arrière. L'ouverture de la soute a représenté un défi technique majeur. Plusieurs solutions ont été étudiées et comparées à l'aide d'une matrice de cotation prenant en compte la simplicité, la résistance, l'adaptation au cahier des charges et le coût. La solution retenue est une source avec trappe coulissante et rampe manuelle qui offre le meilleur compromis entre simplicité mécanique et robustesse structurelle. Pour l'ouverture ventrale, différentes méthodes ont été analysées, notamment des systèmes à rotation basse, à parallélogramme déformable ou à translation. Cependant, certaines de ces solutions fragilisaient trop la structure de l'appareil, étaient trop complexes mécaniquement ou alors rendaient impossible l'ouverture. La solution choisie repose sur une ouverture en trois blocs distincts. La soute et le plancher peuvent s'ouvrir indépendamment.
ce qui permet de répartir les efforts mécaniques et de limiter la complexité de chaque sous-système. Cette approche facilite, la maintenance, même si elle implique un plus grand nombre de pièces mobiles. Parlons du choix des moteurs. Donc la motorisation a également fait l'objet d'une étude approfondie. Plusieurs configurations ont été envisagées, comme on peut le voir bimoteur, trimoteur, voire même quadrimoteur. Le choix s'est porté sur une configuration bimoteur, jugée suffisante pour la masse maximale au décollage visé tout en restant simple et économique. Après comparaison des moteurs existants, le Pratt & Whitney PW150A a été retenu. Ce turbopropulseur, déjà utilisé sur le Q400 comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, offre une puissance de 3700 kW pour une masse de 718 kg, ce qui correspond parfaitement aux besoins de l'isoplane dont la masse maximale au décollage est estimée à peu près 30 tonnes. Donc voici la fiche technique du PW150A. Un graphique comparatif montre que l'isoplane se situe dans la moyenne des avions de sa catégorie en termes de rapport poids-puissance, garantissant une bonne performance sans surdimensionner la motorisation. Parlons maintenant du train d'atterrissage. Le choix du train d'atterrissage était guidé par la nécessité d'optimiser à la fois la robustesse, la facilité du rangement et la compatibilité avec la double porte ventrale que j'ai évoquée tout à l'heure. Plusieurs options ont été envisagées. La solution retenue est l'intégration des trains principaux sous les moteurs, ce qui permet de limiter la hauteur des jambes de train, d'optimiser la fiabilité de la structure et de libérer la zone ventrale pour l'ouverture de la soute. Je vais vous présenter une petite analyse du bilan carbone de l'isoplane. Donc, dans cette étude, nous nous sommes concentrés sur la phase d'exploitation de l'avion. Cette approche permet de comparer l'impact environnemental de l'isoplane avec celui d'autres avions cargo de la même catégorie. Grâce à l'optimisation de la charge utile et à la réduction de la masse à vide, l'isoplane affiche une consommation de carburant relativement basse comparée aux autres avions. En effet, on peut voir qu'il consomme seulement 3,4 tonnes de carburant par vol et qu'il est plus économe en carburant que les autres turboréacteurs pour des distances inférieures à 2000 km. Cette première analyse du bilan carbone montre donc que l'isoplane s'inscrit dans une démarche responsable en limitant son impact environnemental tout en répondant aux besoins du marché du fret aérien. Passons maintenant au transport du conteneur. Donc notre avion isoplane peut avoir un conteneur, et le conteneur peut avoir une hauteur variable et peser jusqu'à 8 tonnes. Le conteneur doit être transporté dans la soute de manière stable et le conteneur doit être manipulé par des bras robotisés que je vais parler juste après, sans mécanisme extérieur. Donc l'isoplane sera équipé de 4 bras robotisés. Ces bras robotisés devront être contrôlables par un des pilotes à distance directement à partir du cockpit. Et ces bras robotisés se fixeront directement au coin ISO pour porter le conteneur dans l'avion. Pour améliorer le mécanisme de levage et de fixation, 4 treuils fixés à l'avion seront disponibles au cas où les bras robotisés auraient une panne ou un dysfonctionnement. Maintenant, je vais vous parler des plans 2D. Donc, les plans 2D nous ont servi de base pour la conception 3D que Victor va vous parler juste après, mais également de mieux nous comprendre avec les autres groupes du projet. Grâce à ces plans détaillés, nous avons pu garantir la cohérence et la faisabilité de la conception globale de l'isoplane. Donc, je vais vous présenter quelques plans 2D que nous avons effectués avec le groupe BDX1 et également le BDX2. Donc, comme par exemple l'agencement du moteur hélice par rapport au fuselage, l'ouverture ventrale, quelques schémas et dimensions du caisson central et la morphologie de l'aile. Donc, sur ce premier plan, on peut observer un plan 2D type qui nous ont permis la conception de l'avion avec les dimensions principales comme la taille de l'hélice ou le diamètre du fuselage. Ici, on peut observer notre première idée de porte ventrale en format 2D qui sera vite abandonnée pour notre solution finale que je vous ai présentée juste avant. Ensuite, on peut observer les plans 2D de la forme du caisson central sur deux vues différentes qu'on a effectuées pour faciliter la conception 3D sur Katia. Et enfin, à partir des dimensions évoquées juste avant, on a pu déterminer le profil de l'aile NACA 0010. Et voilà. Je vais donc passer à la modélisation 3D. Donc, modélisation 3D qui était l'objectif premier de notre projet.
Donc pour ce faire, pour vous présenter la démarche de la modélisation, on commencera par la présentation du cockpit, puis le fuselage principal avec, les portes ventrales, la porte arrière du fuselage, les ailes et son caisson central, le moteur avec le train d'atterrissage, qui ont été, utilisés sont ceux du Q400, comme Alexis vous l'a mentionné, et enfin, des plans 3 vues avec, des vues isostatiques et une vidéo qui illustre, l'avion, si elle fonctionne. Pour le cockpit, on a décidé d'utiliser comme référence le cockpit de l'avion Alenia C-27J Spartan. En termes de dimensionnement, le diamètre extérieur de l'avion étant inférieur à celui choisi, pour l'isoplane, nous avons dû mettre à l'échelle toutes les dimensions avec, du coup, des résultats qui devaient rester crédibles par rapport à notre avion. Concernant la structure du cockpit, du C-27 J Spartan, on a récupéré des images détaillées, de modélisation 3D de la structure, sur le site Free3D, donc qui est en open source, afin de reproduire fidèlement la configuration de notre cockpit. Donc on pouvait du coup, déterminer la longueur nécessaire pour les différents cadrans, l'espacement pour les longerons et cetera, afin d'avoir un agencement et des dimensions adaptées, pour nos besoins et respecter l'architecture originale de l'avion. Donc on obtenait, ce rendu-là pour le cockpit. Donc on respecte bien les critères du cahier des charges. On obtient un nœud de couchette en bas qui était, mentionné, en premier élément dans notre, cahier des charges pour le cockpit. On a l'espacement en bas, juste au-dessous des couchettes qui est réservé pour le train d'atterrissage robotisé. Ce qui restait à déterminer, c'était la hauteur du sol, par rapport à l'escalier. Ce qui semble être, un détail par rapport au reste. On a bien l'espacement pour avoir le radar et l'APU, et enfin on a, le WC individuel qui est bien à l'étage avec, les 2 sièges pour les pilotes qui sont à bonne hauteur. Donc on se rend compte sur la vue de face à droite, qu'on a une bonne hauteur, crédible et raisonnable afin d'avoir une visibilité optimale, et enfin le tableau de bord qui est, à l'échelle également. On obtenait donc, ces vues d'ensemble de cockpit, donc ces 2 vues isostatiques qui permettent de bien se rendre compte, de la crédibilité du cockpit ainsi que des dimensions utilisées. Concernant le fuselage principal avec les portes ventrales, malheureusement, on n'a pas eu le temps de, modéliser, ces portes ventrales, puisque, comme Alexis vous l'a évoqué, à cause du manque, de temps académique et malheureusement, certains points, de logistique, la décision sur les portes ventrales s'est fait assez tardivement, ce qui nous a empêchés de pouvoir faire cette modélisation. Mais, globalement, la rotation, au lieu de l'avoir, en position haute, nous l'aurons en position basse, avec un sol qui serait amovible, et donc uniquement la peau de l'avion qui se refermerait, avec, des 2 rails qui seraient en translation pour pouvoir, déplacer, les supports du conteneur. Concernant l'ouverture de la porte arrière, on a rencontré le même problème que pour, le fuselage principal avec, les portes ventrales. La décision s'est faite assez tardivement, ce qui nous a empêché cette modélisation. Cependant, on a pu y réfléchir et déterminer tous les éléments clés. Donc on a décidé de s'appuyer sur, la porte arrière du Lockheed C5 Galaxy, avec, du coup, une porte, pivotante vers le haut, avec cette liaison pivot que vous pouvez apercevoir avec le rond à gauche, sur la représentation, complétée par les 2 plaques, qui fermeraient du coup le fuselage, avec du coup 2 rampes manuelles comme Alexis vous l'a mentionné, en carbone ou en composite léger, qui pourraient être, ajoutées à la main afin de transporter du fret, donc des véhicules armés ou ce genre de choses. Pour les ailes et son caisson central, nous sommes partis sur un profil NACA 0010 lors de la modélisation. Le profil retenu par, les autres groupes a été, le profil 0035, ce qui ne change globalement pas la forme de l'aile. On reste sur des détails aérodynamiques. Donc en soi, on a bien notre aile avec les différents cadrons, les 3 longerons qu'on a pu apercevoir sur les visualisations précédentes, qui sont à l'intérieur de nos ailes, avec, du coup, un dièdre de 7° négatif au niveau du caisson central, et des distances raisonnables afin de pouvoir, placer et positionner les différents, moteurs, pour avoir des hélices qui ne sont pas trop proches et pas trop éloignées, du fuselage. Enfin, une envergure qui reste raisonnable, si on la compare à d'autres avions tels que, l'ATR ou le Q400.
Concernant le moteur, avec son train d'atterrissage, donc on est resté sur, le moteur et le train d'atterrissage du Q400. On a repris ces dimensions avec, du coup, une représentation qui reste crédible, et qui est la même, en termes de dimensionnement par rapport au Q400. Le diadème posé sur les ailes et son caisson nous ont permis de pouvoir garder les mêmes dimensions, et de ne même pas avoir à jouer sur la hauteur du train d'atterrissage. Donc on a bien notre entrée d'air qui permet, le flux d'air, en bas, en dessous de l'hélice, avec la sortie à droite. Les seuls détails à rajouter pour les modélisations futures seraient peut-être les aspects de fixation, au-dessus du moteur, mais on n'en était pas à ce niveau de précision sur, la modélisation. On obtenait donc ces vues d'ensemble-là. Donc ici, vous avez une vue isostatique. On se rend compte que l'avion est crédible, l'envergure est raisonnable, les hauteurs de siège sont raisonnables également, enfin, toutes les dimensions qui ont été choisies, sont crédibles. Je vais passer assez vite, mais du coup, on obtient les plans 3 vues. Donc on a la vue de face, la vue de dessus et la vue de côté, qui nous permettent du coup de bien, confirmer notre opinion sur, la, la crédibilité de notre modélisation et enfin la vue de derrière et la vue de coupe qui permet de du coup, affirmer, le dimensionnement correct, du fuselage par rapport au conteneur de 20 pieds qui est à l'intérieur avec un léger passage enfin un étroit passage pardon, de chaque côté du conteneur si nécessaire. Vous avez donc une vidéo ici si elle fonctionne. Donc on se rend compte que notre avion, confirme, tous mes dires précédents, donc avec, les différents cadrans, les différentes, dimensions qui ont été choisies, les modélisations qui sont crédibles. Ce qui permet d'avoir une modélisation plus que raisonnable et crédible. Concernant les scénarios de chargement, on a décidé de faire 2 scénarios, un levage de conteneur depuis le sol et un levage de conteneur depuis le camion. D'abord, le scénario pour le levage de conteneur depuis le sol. On est parti du principe que le conteneur était, fixe, qu'il ne bougeait pas, donc ce sont des hypothèses simplificatrices et qui sont, réelles dans la vie. Et donc on part du principe qu'on est depuis le sol, avec ou sans béquille, ça ne changera pas grand-chose puisque ça sera juste la hauteur des vérins qui changera et l'inclinaison des fixations par rapport au bras. On commencera du coup avec un alignement avec le conteneur, une détection du conteneur avec un système de scan et un calcul de la position automatique du conteneur pour avoir, les distances, l'orientation et la position exacte. On passera donc au placement sur le conteneur avec l'alignement vertical, donc qui sera permis du coup, grâce à la roue robotisée, à l'avant, de l'avion avec l'ouverture de la soute pardon et des portes ventrales. Enfin, le levage et la fermeture, donc le levage qui sera assuré avec le déploiement des bras mécaniques et la fixation du conteneur au bras grâce au twist lock, et donc le levage grâce au vérin et la fermeture, donc fermeture des soutes avec le placement du conteneur sur le sol et la fixation de celui-ci grâce au twist lock qui seront, incorporés directement aux poutres mobiles, hem, dans la soute. Concernant le scénario pour le levage depuis le camion, globalement, le scénario reste le même, sauf que cette fois-ci, c'est pas l'avion qui va reculer, mais c'est le camion qui va reculer dans l'avion. Le camion se place à l'arrière de l'avion, il s'aligne avec, l'avion et les bras, avec des marges d'erreur, raisonnables. L'ouverture de la soute et des portes arrière, le déplacement en marche arrière du coup, du camion sous l'avion, l'ajustement de la position de l'avion du coup, le levage donc c'est la même chose et la fermeture qui permet du coup un transport de conteneurs, optimal. Concernant le système, de sol mobile et les bras robotisés, je tiens à mentionner que l'image qui est utilisée est une image, que l'on a produit, au cours de notre modélisation 3D. Les problèmes de licence à la fin du projet, ne nous ont pas permis de obtenir cette visualisation avec le bon avion. Mais globalement, ça nous a permis de développer, notre idée au clair, tout au long, de la démarche. Donc on peut voir que les bras, pourront faire des mouvements droite-gauche, avant-arrière comme, Alexis l'a mentionné, grâce à 2 vérins qui seront situés, enfin que vous pouvez apercevoir en vert, qui seront situés en haut sur 2 plans perpendiculaires, avec des liaisons rotules tout en haut qui vont permettre, un déplacement, totalement libre. Et on peut apercevoir, les 2 barres bleues, donc ce sont les 2 poutres mobiles, qui, vont permettre du coup, d'adapter, le dimensionnement du conteneur si c'est plus qu'un 20 pieds. Concernant le système de levage et les fixations,
Les bras viendront s'accrocher sur les coins ISO du conteneur, qui ont été modélisés également. Hem, mais Alexis vous l'a déjà présenté, globalement. En termes de vue d'ensemble, on a beaucoup travaillé également sur cette vue afin d'avoir une structure, plausible par rapport aux forces et à la résistance des matériaux. Avec, les positionnements des cadrans, la structure de l'avion et cetera et cetera. Donc en ce qui concerne la conclusion et donc aussi la clôture du TRL2, donc tout d'abord on va faire un bilan général du projet. Donc à partir du TRL1 qui a été réalisé entre 2015 et 2018, qui définissait les grandes lignes du projet Isoplane et avec l'aide du groupe BDX1, nous avons pu développer et même finaliser le TRL2, donc qui nous a permis de définir par exemple les ailes hautes classiques, le cargo bimoteur et toutes sortes de caractéristiques allant jusqu'au sol amovible et les glissières de soute. Ces modifications de certaines technologies et autres caractéristiques de l'isoplane nous permettent de dire aujourd'hui que le TRL2 peut être clôturé. En ce qui concerne l'apport de notre groupe, euh, nous sommes heureux d'avoir pu constater une réelle entraide entre les deux groupes de Bordeaux, mais aussi avec l'ENSTA. Et on est fiers de pouvoir affirmer que l'arrivée de notre groupe en cours d'année a permis de créer un nouveau dynamisme pour le projet, allant même jusqu'à l'accélérer. On pourrait parler de complémentarité ou du moins le besoin de partager le travail de chaque groupe a rendu le projet beaucoup plus vivant. De plus, vis-à-vis du travail fourni par notre groupe, la particularité de travailler sur une maquette 3D nous permet d'avoir le dernier mot sur certains mécanismes ou technologies proposées et ainsi valider des idées crédibles ou réalisables. Enfin, la maquette 3D servira aussi de passerelle entre le TRL2 et TRL3 pour les futurs groupes en charge du projet. Pour ce qui est des acquis et de l'évaluation des compétences, il faut savoir que tout d'abord, pour ce qui concerne les compétences techniques, vu qu'on a énormément utilisé la CAO, on a eu le droit à une utilisation avancée de logiciels comme CATIA pour la modélisation 3D et pour la conception des pièces d'assemblage, mais aussi la rédaction d'un cahier des charges suivi d'un planning de Gantt qui a été repris plusieurs fois. Euh, pour les compétences transversales, le travail en équipe, tout ça a été très bien maîtrisé avec une répartition des tâches, une communication fluide et une certaine gestion de conflits internes, ainsi qu'une entraide entre les profils complémentaires. Et enfin, autonomie et esprit d'initiative, les propositions de solutions alternatives, implication personnelle dans la résolution des problèmes complexes. Je vous propose maintenant un retour critique sur les compétences à acquérir durant le projet, donc à travers les différents BC. Donc pour ce qui était du BC1, intégrer une démarche d'innovation et de R&D. Donc tout d'abord, pour ce qui est de l'acquis d'apprentissage évalué, donc quand on parle de proposer un état d'art, l'exemple qui nous revient le plus souvent, ce serait le choix du système d'ouverture des portes ventrales qui a été, comme présenté par Alexis, euh, pas forcément une source de conflit, mais qui nous a demandé beaucoup de temps. Ensuite, pour l'acquis d'apprentissage évalué, pour proposer une analyse critique de la démarche, l'auteur des ailes ainsi que le placement de caisson centrale est une idée qui est revenue à plusieurs reprises à travers nos discussions. Et enfin, intégrer dans la démarche les enjeux globaux, que ce soit sociétaux, environnementaux, comme vous avez pu voir avec le bilan carbone, ainsi que réglementaires et stratégiques. Par exemple, le fret militaire, on voulait aussi pouvoir adapter la soute aux conteneurs militaires qui ont des dimensions différentes du conteneur banal qu'on avait par définition, on va dire. Ensuite, pour le BC2, donc développer des systèmes de transport performants, durables et sécurisés. Analyser un problème, poser clairement la problématique et mettre en place une méthodologie technique et scientifique. Donc très clairement, la conception du mécanisme de la porte arrière a été, on va dire, le point culminant de cet acquis d'apprentissage. Maintenant, il reste le BC3, donc concevoir des systèmes complexes. Donc mobiliser des champs scientifiques et techniques variés. Donc ici, c'est surtout l'utilisation des différents outils CATIA avec part design pour ce qui est de la conception des différents composants, assembly design pour justement les réunir ensemble et pouvoir créer des mécanismes. Et enfin, generative shape design pour tout ce qui est conception, on va dire,
du fuselage et relier entre elles les différents cadrans et longerons et pouvoir ainsi finaliser notre avion. Et finalement le BC4, donc là c'est un peu plus tourné management, avec notamment des acquis d'apprentissage autour de l'organisation du projet. Donc l'organisation a été plutôt complète grâce à un chef de groupe qui est plus qu'investi. Enfin, piloter et animer le projet, la présence de tous les membres avec une application plutôt homogène a permis donc de maintenir le projet vivant et dans une bonne ambiance. Intégrer dans ses pratiques professionnelles les dimensions éthiques, durables et équitables, donc le partage du travail, le respect envers tous les membres et envers tous les différents groupes a permis cela. Communiquer efficacement les résultats à l'écrit, donc le partage d'idées sous forme d'esquisses ou de plans 2D avec les autres groupes, ce qui a permis de fluidifier un peu la communication entre nous, mais aussi de se comprendre très simplement. Et finalement, communiquer efficacement les résultats à l'oral, les réunions régulières, donc comme Maxime l'avait dit au début, toutes les 2 semaines à peu près, ou voire toutes les semaines, avec présence de certains groupes avec présence de tous les membres du groupe BDX2 et de certains membres du groupe BDX1 pour justement fluidifier cette communication dont on parlait. Donc finalement, nous sommes fiers d'avoir pu rejoindre le projet Isoplan en cours de route et on espère que la suite sera le lancement du TRL3, donc avec la conception détaillée et aussi un business plan. On espère aussi une prise de contact avec des industriels pour justement que ce projet puisse peut-être voir le jour. Et nous tenons finalement à remercier Monsieur Dutertre de nous avoir fait confiance. Par ailleurs, le fait de travailler avec un autre groupe de l'Estaca sur le site de Bordeaux nous a permis d'avoir un premier aperçu du travail en entreprise et était plutôt motivant finalement. Et nous espérons que notre travail servira à d'autres étudiants afin que ce projet perdure, voire qu'il aboutisse. Merci.